Voilà, je pense qu'on est en live, on est en direct sur Facebook. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live interview session. Aujourd'hui, j'ai la joie, le privilège de recevoir une superbe femme, Pascaline Lombroso, qui est l'auteur de ce merveilleux livre, Ménopause, Métamorphose. Donc, Pascaline, est-ce que tu es là dans les parages? Elle va arriver bientôt. En attendant, je vous la présente. Bonjour, ça va? Comment Bonjour tu vas? Cindy, ça va bien et toi? Merci de m'inviter, de m'offrir cet espace de partage, de discussion avec toi. Super, moi c'est moi qui suis très heureuse. Alors je vois qu'on a déjà des auditeurs. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis en même temps, on en profite. On a une spécialiste, la santé des femmes. Donc tu es au service des femmes justement depuis 15 ans. Tu es praticienne de shiatsu. Tu es aussi donc naturopathe, Moon Mother. Ça, je ne sais pas trop, tu pourras peut-être nous en dire plus. Ouais. Euh, et donc, tu t'intéresses au sujet de la ménopause depuis l'âge de 40 ans, pour toi-même et puis pour le transmettre aux autres, pour nous aider, nous particulièrement, les femmes qui sommes novices, hein, parce qu'on n'en entend pas, quoi. Moi, les échos que j'avais, c'était plutôt des femmes qui en parlaient très négativement. Et c'est pour ça que ça m'a attirée. Tu en parles d'une façon tellement différente. Voilà, donc tu es aussi autrice des podcasts Au cœur de la femme. Et puis donc l'auteur de ce merveilleux livre, Ménopause, Métamorphose, qui est super parce que il regroupe tellement de tous les thèmes, en fait, j'ai envie de dire, vraiment tous les thèmes de la santé, on va le voir par la suite. Je ne sais pas si on peut dire ton âge. Si, bien sûr, j'ai 52 ans. Voilà. Je ne sais Et pas j'ai passé ma ménopause déjà. si tu veux nous en dire plus sur toi. Comment tu en es arrivé à vouloir transmettre sur ce sujet et puis cette, tous ces thèmes qui en fait sont concentrés sur la santé en fait, hein, sur le bien vivre, qui veut dire le bien-être. Quel a été ton cheminement en fait pour en arriver à faire ce magnifique livre? Je vais condenser ça parce que ça peut être long. En fait, j'ai commencé à m'intéresser, même très long. On va dire qu'on va aller par étapes. Je me suis intéressée à la santé des femmes tout simplement parce que lorsque je me suis formée à la naturopathie, j'ai mesuré combien j'avais manqué de transmission dans ma famille concernant le féminin, concernant la nature cyclique, le cycle menstruel, et concernant comment se positionner en tant que femme dans son foyer, dans la société, avec ses enfants. Donc, bien sûr que j'ai eu plein d'autres transmissions, mais celle du féminin, en tout cas, ne l'a pas été dans ce que j'appelle le féminin profond. Donc, pour moi, le féminin profond, c'est vraiment cette reliance à notre nature cyclique et comment on peut bénéficier des différentes énergies qui nous habitent, des différentes déesses intérieures qui nous habitent tout au long d'un même mois et tout au long d'une vie. Donc, ça a été en quelque sorte d'abord pour répondre à un besoin personnel. Et donc, à 40 ans, effectivement, lorsque j'ai commencé ma formation, je terminais ma formation en naturopathie. Donc, moi, j'ai toujours eu envie d'être naturopathe depuis l'âge de 18 ans, si ce n'est que je n'avais pas eu la curiosité de me dire, tiens, mais comment je pourrais apprendre En fait, ce n'était pas la naturopathie, c'était vraiment l'herboristerie qui m'intéressait. Moi, j'ai grandi à la campagne. Ma mère avait un très, très grand carré de plantes médicinales. Donc, j'ai grandi au cœur des plantes médicinales et c'était l'herboristerie qui m'intéressait. Et le diplôme d'herboriste a été supprimé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est Pétain qui a supprimé ce diplôme et qui n'a jamais été réintégré en France. Donc, il y a des écoles d'herboristerie, mais qui ne sont pas reconnues officiellement, on va dire, avec un diplôme d'État en tout cas. Et donc, je n'ai pas eu cette curiosité à 18 ans de me dire, tiens, comment je peux faire? Et heureusement, finalement, parce que ça m'a permis de vivre plein d'autres choses qui sont intéressantes dans mon parcours et qui amènent aussi cette expérience pour être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, quand j'ai terminé mes études de naturopathie, il y a une de mes professeurs que j'ai entendu dire, mesdames, la ménopause, ça ne vous tombe pas dessus, ça se prépare au moins 10 ans avant. Et là, j'ai été interpellée, mais positivement, je me suis dit, mais elle a raison, en fait.
avec cette notion d'épigénétique aussi que l'on a aujourd'hui, où on sait que 95% de l'expression de nos gènes dépend de ce qu'on met en place dans notre quotidien, que ce soit l'alimentation, donc ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on prend, nos relations, que ce soit avec l'intérieur ou avec l'extérieur. Du coup, ça faisait sens. Je me suis dit, mais bien sûr, ok. Donc, je me suis mise en chemin. D'abord pour moi, qu'est-ce que c'est le féminin? Qu'est-ce que c'est la ménopause? Qu'est-ce que c'est ce cycle que l'on a pendant 35 à 40 ans? Et j'avais à peu près calculé, ma mère a été ménopausée à l'âge de 50 ans, donc je me suis dit, ok, donc c'est à peu près comme ça qu'on calcule l'âge auquel les femmes seront ménopausées, même si ça peut varier. Et donc, à 40 ans, je me suis dit, ok. Et c'est là où je me suis mise en chemin sur le féminin, et puis toujours avec en tête comment je peux faire pour traverser la périménopause de manière plus sereine, ou en tout cas en ayant des ressources. T'as dit, Et me voilà aujourd'hui avec le livre. t'as dit périménopause. Alors justement, c'est quoi la périménopause C'est ça. En le disant, je me suis dit, tiens, je passe de ménopause à périménopause sans faire de transition. Merci de poser la question. Donc, pour revenir sur le cycle menstruel, l'arrivée de nos premières menstruations, ça s'appelle la ménarche. Puis, sur un même fil, pendant 35 à 40 ans, nous avons notre cycle menstruel. Et le dernier jour de nos menstruations, ça s'appelle la ménopause. Donc, la ménopause, c'est le jour J où s'arrêtent nos menstruations. Et ça regroupe une période parce que, évidemment, que beaucoup de femmes ne savent pas que le dernier jour où elles ont leur menstruation, ça va être le dernier jour. Donc, c'est regroupé sous un terme qui s'appelle périménopause. Donc, c'est la période avant la ménopause, donc on peut appeler la préménopause, qui est à peu près entre 4 à 5 ans, où le cycle commence à cafouiller. Moi, je trouve que ça commence bien avant. Avec les femmes, on a souvent des envies de changement, des envies de nous réaligner avec ce qui est important pour nous, mais on ne le sait pas bien, en fait. On ne sait pas bien ce qui se passe pour soi. Donc, 4-5 ans, physiquement, on peut commencer à avoir des choses. Et encore, pour toutes les femmes, ce n'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est intéressant de commencer à s'y plonger un peu avant. Et puis, il y a la ménopause, jour J de l'arrêt des menstruations. Et la post-ménopause, qui dure entre 3 à 4 ans à peu près, où je trouve qu'on est encore sous la mémoire énergétique de notre nature cyclique. Et il y a des femmes qui ont aussi des signes d'inconfort qui peuvent continuer un peu plus longtemps. Et donc, toute cette période, toute cette transition s'appelle périménopause, tout ce qui se passe en fait autour de la ménopause. Tu as dit 10 ans avant, on a envie de changement, ça amène à peu près à 40 ans. Est-ce qu'on peut comparer ça à la crise de la quarantaine qui est aussi, qu'on voit chez les hommes aussi, un peu? Oui, et en réalité, on devrait faire une crise tous les 10 ans. Ça évite qu'à 40 ou à 50 ans, ce soit le feu. Tous les 10 ans, faire un petit où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, comment ça se passe dans mes relations. Donc, ce serait bénéfique. Mais effectivement, ça correspond à peu près à ce temps de la quarantaine où, bon, souvent, la plupart du temps, même si ce n'est pas toujours le cas, on a déjà eu nos enfants ou bien on est en cours, les enfants sont encore petits. Il y a un positionnement en fait qui commence à se faire, et il y a eu déjà plein de chamboulements à 40 ans. Hein. On a déjà vécu une belle expérience de vie. Et c'est vrai que si on n'a pas eu des crises avant, ça peut être une crise majeure. Et si on ne l'a pas fait à 40 ans, on la fera à 50. Bon, et si personne ne fait de crise, tant mieux, mais globalement, c'est quand même intéressant de se poser des questions sur de quoi j'ai vraiment envie pour moi. Donc oui, ça correspond à cette fameuse crise de la quarantaine. Et je dirais même au-delà de la crise de la quarantaine, parce que ça ne dure pas qu'1 an, cette envie, ce bouillonnement où on se dit, tiens, j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent pour moi, et on ne sait pas vraiment se l'expliquer. Ça peut durer plusieurs années. Alors, où on est au contact de ça et on ressent qu'il peut y avoir des envies de changement. Ou alors, on met un couvercle dessus pour ne surtout pas faire de vagues et rester dans ce qui est attendu de nous. Quand je dis ce qui est attendu de nous, c'est ce qui est attendu des femmes de manière générale dans la société et aussi dans leur milieu familial, culturel, sociétal. Ouais, comme tu dis crise, hein, je ne sais plus, je crois que c'est en japonais, ça veut dire aussi opportunité. Donc, c'est vraiment une opportunité de. Ouais. Mm. Quand je dis crise, ce n'est pas négatif pour moi. Ouais. Au contraire, c'est positif. C'est Mm. apprendre à traverser nos états internes, c'est apprendre à traverser nos expériences pour en faire des forces, ou en tout cas en retirer quelque chose de bénéfique pour soi. J'appelle ça, oui, c'est
transmuter en fait ces opportunités, ces expériences pour les alchimiser et faire quelque chose qui va nous propulser. Mm. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est vraiment, comme tu le dis au début, hein, il est grand temps de porter un autre regard, c'est vraiment un changement de regard rien que déjà sur la ménopause, de voir ça pas comme une fin, mais comme la crise en fait. On dit crise, hein, on le voit de façon négative, mais en fait, ça peut être une opportunité, quoi, une belle opportunité, un changement. Euh, Moi, je sais que quand j'ai eu mes règles, j'étais pas contente. Et puis là, en fait, quand je savais que j'allais à l'avenir de me dire que je les aurais plus, quoi, pour moi, c'était je le prenais positivement jusqu'à ce que j'entende toutes les femmes autour de moi me citer un petit peu toutes les choses négatives. Donc, du coup, au lieu de voir ça positivement, parce que je le voyais positivement, dans le fait, bah, il n'y a plus besoin de contraception, c'est chouette. Et c'est ça qui est bien. Et puis aussi, donc, du coup, donc pour en revenir sur la ménopause, nos croyances, c'est vraiment aussi euh, ce qu'on entend, comme je le dis, ce qu'on entend. Et du coup, finalement, remettre un petit peu en question que finalement, on ne peut pas mettre tout le monde au même. C'est pas parce qu'une personne va avoir tel symptôme qu'une autre l'aura pas. Et toi, justement, tu indiques dans ton livre et tu accompagnes aussi les femmes avant leur ménopause pour justement passer ces stades. Par exemple, on va parler de bouffées de chaleur ou d'autres. Euh, voilà, donc c'est vraiment des certitudes des fois qui nous sont transmises. Justement, tu disais dans ton livre, hein. Oui, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, la ménopause est surtout parlée en termes d'inconfort. Je ne parle pas de symptômes parce que la ménopause n'est pas une maladie. C'est quelque chose de naturel, c'est ce qui arrive. Et c'est plutôt bon signe que ça arrive parce que ça signifie qu'on avance en âge et qu'on est sur le chemin de la vie et dans le sens de la vie. J'ai comment il s'appelle, un enseignant de méditation que j'adore qui s'appelle Martin Aylward, qui est anglais. Il dit la vie, c'est one way et on ne sera jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Et moi, j'aime bien me répéter ça. Je ne serai jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Et de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. La vie, c'est devant. Et pour la ménopause, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a le choix de ou se laisser identifier à ce qui est dit de ce passage-là par les médias notamment ou par la société. On peut se laisser être invisibilisé. Et c'est vrai que nous sommes dans une société qui invisibilise quand même beaucoup les femmes après 50 ans, puisque on voit un peu plus maintenant quand même dans les publicités des femmes plus âgées. Et pourtant, ça reste encore sur les affiches publicitaires d'ailleurs des images de femmes qui ne sont pas réelles. Toutes les photos sont retouchées. En tout cas, il y a vraiment une injonction sur faudrait rentrer dans un moule et correspondre à une norme de la société. Et c'est là où moi, je trouve hyper important que les femmes reprennent leur puissance, qu'elles n'attendent pas que le changement vienne de la société. Le changement, il doit venir de nous. À nous de nous montrer différemment, de montrer qu'on peut s'engager dans une nouvelle voie et montrer que ça peut être joyeux et qu'on n'est pas terminé avec la fin de la ménopause, avec la fin de notre possibilité de procréer. Et c'est vrai que pourquoi c'est important de préparer la ménopause? Parce que si on se laisse bercer par ce qui est dit et qu'on ne remet pas trop en question ce qui est dit et qu'on imagine, on grandit, on avance sur un chemin en se disant, ben voilà, ça va être comme ça. Donc, on peut le prendre comme une fatalité, on peut le prendre en ayant peur, en le redoutant. Alors que si on commence déjà à se transformer un peu, à se dire, OK, ça peut se vivre de manière plus joyeuse, plus sereine. Les Chinois disent que la ménopause, c'est le deuxième printemps. On contacte tous ces potentiels et toute cette créativité que l'on peut mettre à notre service à ce moment-là. On est aussi un peu on peut s'alléger d'un quotidien aussi, mais on la prépare pour déjà se connecter à autre chose, pour avoir des ressources, parce que je ne dis pas qu'en préparant la périménopause, il ne va pas y avoir des inconforts, mais en tout cas, ce que je dis avec certitude, c'est qu'en la préparant, nous mettons à notre disposition des ressources pour traverser ça avec plus de sérénité. Moi, me concernant, j'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu des sautes d'humeur. Et
Et c'est vrai que sur le moment, c'est un peu difficile à traverser. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est pas quand la personne se noie qu'il faut lui apprendre à nager. Quand elle se noie, on lui lance une bouée. Donc quand vous arrivez à la ménopause avec tous les signes, vous êtes un peu en train de vous noyer. Et là, c'est compliqué d'apprendre à nager et de se dire que ça peut être joyeux, sympathique et différent. Alors que si vous prenez le temps d'apprendre à nager dans votre vie pour arriver au moment de la ménopause, qui peut se passer avec des inconforts ou pas. Encore, il faut savoir qu'il y a pratiquement une femme sur deux qui n'a pas de signes et qui la passe très très bien. Eh bien, en tout cas, dans la tourmente, ce sera plus facile d'aller rechercher les ressources que vous aurez mises à votre disposition. Et quand je parle de ressources, je parle de choses que les femmes peuvent faire elles-mêmes sans avoir besoin de quoi que ce soit, sans aller chercher des compléments alimentaires. Alors, ça peut être utile dans certains cas, chaque personne est différente. Mais en tout cas, un minimum de ressources où la femme va être indépendante et va pouvoir reprendre sa puissance sur son corps, sur sa vitalité, sur sa vie. Et pour moi, c'est ça, contacter la puissance féminine. C'est que d'un seul coup, je remets entre mes mains comment j'ai envie d'avancer en âge, comment j'aimerais que ce soit pour moi la ménopause, et cette compréhension et connaissance de soi aussi. Mhm. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'est ça, c'est vraiment, comme tu disais, là, les Chinois le considèrent comme le deuxième printemps. Et c'est juste quoi, du coup, moi j'ai changé mon regard. Et c'est vrai que je l'avais déjà, mais en fait, il avait été rechangé par ce que j'entendais autour de moi. Et c'est vraiment voir ça, voilà, c'est une période de sa vie où effectivement, il y a un temps pour tout en fait. Mm. Et donc, ça, c'est le temps que pour avoir des enfants. Et puis là, du coup, on est un peu libéré, quoi. Moi, je trouve ça, c'est la libération de ça. Du coup, on peut passer à plus d'épanouissement, finalement. C'est Euh, ça que le corps vient nous dire d'ailleurs. Quand le corps vit sa ménopause, il vient nous dire que c'est le temps de ne plus avoir d'enfants. Et cette période de la périménopause peut aussi être vue, donc pour les femmes qui sont très dans le maternel, comme une période de transition pour défusionner de ce maternel et peut-être devenir une meilleure mère pour soi-même, pour traverser cette période et ensuite avancer vers des projets qui peuvent tenir à cœur et qui sont plus en lien avec l'alignement de notre être profond, quoi, avec réellement de ce qu'on veut pour soi. mm, Donc, je trouve que tous ces passages sont initiatiques et, et, et ils permettent de grandir en quelque part. Alors, quand je dis grandir, c'est plus d'acquérir cette expérience qui nous dit que notre réalité peut s'agrandir et non pas se réduire. Parce que en ayant expérimenté tout ce processus de périménopause et de voir que derrière, on évolue en ayant plutôt plus d'avantages que d'inconvénients, ça permet d'ouvrir le champ de nos possibilités. mm. Là, tu reviens parce que moi, je parle beaucoup c'est le thème du live, hein, c'est beaucoup la connaissance de soi aussi. C'est pour ça que j'ai adoré. Voilà, c'est revenir à une relation, comme tu disais, intime avec soi et se porter cet amour de soi aussi. Mm. C'est D'ailleurs, essentiel. si on peut balayer un petit peu, parce que c'est ça que j'aime bien dans ton livre, c'est que tu parles il y a plusieurs thématiques et c'est pour ça qu'il est complet en fait. Finalement, il est très complet. Donc, tu parles d'alimentation, de respiration, de méditation, amour de soi, donc l'automassage, les mouvements du corps, la sexualité, l'énergétique féminine, la connexion à la nature. Donc, c'est tous les thèmes qui sont abordés dans ton livre et qui concernent donc vraiment la femme et son épanouissement pour pouvoir voilà une vie accomplie, heureuse, voilà, et puis pas se laisser parce que moi je vois beaucoup autour de moi des mamans qui sont beaucoup données, qui finalement c'est vrai comme tu disais hein, se sont un petit peu oubliées et là c'est peut-être une période voilà de reconnexion à soi. C'est Donc ça. oui, je ne sais pas si tu veux peut-être balayer un petit peu rapidement sur l'alimentation par exemple auparavant, parce que ce qu'on entend souvent et ce que moi, en tant que coach sportif, j'entends beaucoup, souvent on me dit, oui, mais tu verras, et c'est pour ça que je t'ai interrogé, tu verras la ménopause, c'est plus pareil, je ne peux plus autant, voilà, mon corps ne réagit plus pareil.
Alors, avant de parler de l'alimentation, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit de cette connaissance de soi et du corps, si tu permets, parce que dans mon livre, j'aborde aussi la première partie est consacrée au cycle menstruel pour expliquer ce qu'est le cycle menstruel, comment il fonctionne, et j'aborde cette notion d'archétype. Donc, les archétypes, c'est comme nos déesses intérieures, en quelque sorte. Et à chaque phase du cycle, nous avons 4 phases principales dans le cycle menstruel, il y a comme une déesse intérieure qui va s'inviter dans notre vie avec toutes ses qualités et bien sûr aussi ses défauts. Mais apprenons à cultiver comment je peux mettre ce cycle menstruel à mon service. Et notamment pendant la période des menstruations, c'est cette période-là où tu parlais de rentrer en intimité avec soi. Aujourd'hui, il y a tellement de sollicitations extérieures que quand on entre en intimité avec soi, on s'ennuie souvent. Il y a d'abord l'ennui qui apparaît avant de voir apparaître tout ce qui pourrait être intéressant pour avancer sur notre chemin. Et malgré l'ennui, c'est important de privilégier des moments d'intimité avec soi. Donc l'intimité avec soi, donc là je parle de rentrer en intériorité avec soi, quelque part en introspection. Et la période favorable pour le faire, c'est la période des menstruations où on a besoin de se reposer. Et c'est une prédisposition naturelle pour cette intimité avec soi. Ça, c'est pour les femmes qui sont menstruées. Pour celles qui ne le sont pas, et donc moi qui ne le suis plus, j'aime bien me repérer aux phases de la lune, puisque c'est à peu près les mêmes énergies. Et donc là, c'est quand c'est la nouvelle lune. Donc, quand on ne voit pas la lune dans le ciel, je m'accorde sur mon planning toujours. Je bloque 2 jours. Comme ça, je ne prends pas toujours les 2 jours, mais je me dis, tiens, il y a un moment où je sais que je vais m'accorder du temps pour moi. Et après, la phase juste préovulatoire, où là, on est quand même beaucoup plus dynamique, plus d'énergie, avec une capacité d'organisation, de planification, de passage à l'action qui est beaucoup plus simple. La phase ovulatoire, qu'on appelle la phase de la mère ou de la phase aimante, où là, on est ouverte aux relations, à la communication, on a envie de nourrir, de protéger, de soutenir. Et là, dans cette phase, il est hyper important de ne pas s'oublier. Parce qu'on ne peut donner et être dans cet équilibre donner-recevoir que si on ne donne qu'à partir de ce qui est rempli à l'intérieur de nous. Et donc, si on donne à partir d'un épuisement, et en fait, on en voudra quelque part aux autres d'avoir tant donné et d'avoir rien eu en retour. Et la phase prémenstruelle, qui est la phase de ce qu'on appelle l'enchanteresse, où là, c'est la possibilité d'avoir accès plus facilement à tous nos schémas, les schémas qu'on répète dans nos vies, à nos conditionnements, à nos enfermements, enfin bref, à notre psyché, pour savoir ce qu'on a envie de laisser aller, ce qu'on va garder. Et c'est aussi la période propice pour recevoir ce que j'appelle des visions sur notre vie, et c'est comme la graine qu'on reçoit. Et dans la phase menstruelle, on va semer cette graine. Et l'ancienne, qui correspond à la phase menstruelle, elle va dire, OK, on va aller vers là plutôt. Donc, d'avoir la connaissance du cycle menstruel permet aussi de mieux passer la périménopause, parce que en comprenant les différentes énergies qui sont là, à l'œuvre à l'intérieur de nous, nous sommes cycliques. Et on essaie tant bien que mal de nous conformer à cette société linéaire qui a été pensée par les hommes pour des hommes. Et là, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et nous, on arrive avec notre cyclicité et on aurait envie finalement d'avoir toujours cette humeur égale pour nous faire avancer, parce qu'on nous demande d'être efficace, etc. Là, moi, je propose quelque chose de totalement différent. On se reconnecte à qui on est, on bénéficie de toutes ces différentes phases et on peut offrir quelque chose de bien plus grand que la linéarité. Voilà mon aparté. Merci beaucoup d'avoir, parce que c'est vrai qu'on parle de ménopause, de menstruel, de règles et tout, de femmes, et le cycle est au cœur du sujet. Et d'ailleurs, c'est le cycle, moi, comme je l'appelle ça, le cycle de la vie aussi, et de se mettre en accord avec ce cycle, comme tu le disais, est judicieux et important, parce que si on va à l'encontre, on va se bloquer, donc c'est vraiment important de s'écouter son corps. Effectivement, tu disais, quand on a encore ces règles, c'est cette période d'avant, de pendant, en baisse d'énergie, de respecter son corps et de suivre le cycle de la lune. Et puis, notre nature cyclique, notre cycle menstruel, il est là pendant 35 à 40 ans quand même. Donc, faire comme s'il n'existait pas, mettre un couvercle dessus, le subir,
c'est comme si on subissait une relation. C'est comme si on n'avait pas envie de rencontrer la personne avec laquelle on vit quelque part. Et moi, ça a été de faire ce choix de coopérer avec mon cycle. Je l'ai beaucoup subi, hein. J'en parle volontiers parce que moi, jusqu'à mes 40 ans, j'étais de la période prémenstruelle et menstruelle, j'étais dans un état, et je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait. C'est quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, là, j'ai dit, mais en fait, pourquoi on nous dit pas ça? Pourquoi on nous dit pas que c'est normal? Donc, on s'échine à vouloir rentrer dans une sorte de normalité. On imagine qu'il y a quelque chose à corriger pour soi parce que d'un seul coup, on a des humeurs en dents de scie et on ne sait pas d'où elles viennent. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Donc, ça, c'est vraiment typique de la période prémenstruelle pour beaucoup de femmes. Et on s'en veut, en fait. Donc, non seulement on vit ça, et en plus, on s'en veut de vivre ça. C'est-à-dire, on lutte contre. Et donc, ça se renforce, en fait, de lutter contre et de ne pas accepter. Et accepter, ça ne veut pas dire se résigner ou abandonner. C'est accepter, ça veut dire, OK, j'accueille ce qui est là, je coopère, je traverse et j'en retire quelque chose de plus grand pour moi pour continuer à, voilà, tous les mois, mois après mois, quand je traverse cette nature cyclique, j'affine ce que je veux pour moi. J'affine, je passe plus facilement à l'action aussi. Donc, c'est vraiment important quand on a envie de passer la ménopause, toute cette période, moi je préfère appeler périménopause parce que c'est bien plus grand que juste la ménopause, de la passer en ayant conscience de cette nature cyclique parce qu'elle va être renforcée au moment de la périménopause. Et tout ce qu'on n'a pas voulu voir pendant toutes ces années, en fait, ça nous revient un peu comme un boomerang. Et c'est donc le temps, c'est vraiment le temps, la périménopause, de se poser avec soi et de faire du tri. Dire, OK, qu'est-ce que je mets en place pour moi maintenant? Et ce temps-là, c'est pour ça que je dis c'est initiatique, parce que si on prend ce temps-là derrière, je trouve que c'est plein de potentiel et je trouve le cheminement de mon livre en est l'exemple parce que j'aurais jamais imaginé un jour de ma vie écrire un livre. Et c'est tout ce cheminement que je fais depuis l'âge de 40 ans, donc ça va faire 12 ans maintenant, d'avoir passé et traversé la ménopause, de m'être alignée, je dis pas que ça a été facile, hein, donc moi je propose plein d'outils et je propose ça de manière joyeuse, mais c'est embrasser tout ce qui va se passer sans cristalliser ce qui est désagréable. Parce que plus ce qui est désagréable, on focus dessus et plus il prend toute la place. Donc c'est OK, ce qui est désagréable, je vais lui donner le même niveau de perception que ce qui est agréable. Comme ça va passer, OK, je vais pouvoir passer au travers de manière plus légère en quelque sorte. Et je trouve que l'écriture de ce livre arrive un peu comme l'incarnation de tout ce que j'ai vécu, la manifestation de tout ce qui s'est mis en place pour moi. Ça arrive là d'un seul coup, je m'aligne totalement avec ce que j'ai envie de faire alors que ça faisait beaucoup d'années que j'étais déjà sur le sujet du féminin, d'accompagner les femmes et que ça ne se concrétisait pas. En fait, je sentais moi qu'il me manquait quelque chose. Et de traverser la périménopause, ça m'a vraiment apporté des réponses. Tu veux qu'on passe à l'alimentation peut-être? Je vois qu'il y a des commentaires. Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors, bonjour et merci pour ce beau thème. Merci, bonjour, coucou. Elles ont bien de la chance, je ne sais pas, c'était sur... je pense qu'elles ont bien de la chance pour les femmes qui, comme tu disais, qui traversent la ménopause sans aucun signe. Alors, est-ce que justement... Elles ont de la chance, mais du coup, peut-être qu'elles traversent moins ça comme un passage initiatique, parce que ça passe facilement. Et je sais pas. Oui, elles ont de la chance, c'est sûr. Mais en même temps, je suis hyper contente d'avoir eu des bouffées de chaleur parce que avant, j'avais toujours froid. Et donc, j'empilais des couches. Depuis la ménopause, j'ai toujours... faut avoir des jolis débardeurs, des jolis caracos. D'un seul coup, en plein hiver, se retrouver en débardeur, ça fait son effet, mesdames. Et messieurs, d'ailleurs. Donc, oui, bien sûr que elles ont de la chance si on garde cette perspective que la ménopause, ça va être horrible et qu'il y a plein d'inconfort et que tout ce que la société dit. Mais dès lors que l'on change notre regard, est-ce qu'elles ont de la chance? Oui, de toute façon. Mais moi, je suis très contente d'avoir vécu
la ménopause telle que je l'ai vécue, parce que ça m'a obligée d'aller chercher aussi d'autres ressources pour m'adapter, pour apprivoiser ce qui se passait pour moi. Et donc, oui, je confirme pour la création plus importante et plus d'amour pour soi après les enfants, maintenant en reconversion professionnelle, cuisine thérapie. Ah, c'est sympa la cuisine thérapie. Ah bah tiens, ça c'est bon pour switcher sur l'alimentation. Oui, donc justement, moi ce que je te disais, c'est pour beaucoup de femmes que j'entendais, moi en tant que coach sportif, qui arrivent à la ménopause, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids et qu'elles ont pris du poids voilà, c'est souvent le sujet, l'inconvénient. Voilà. Oui, donc c'est vrai. C'est vrai que le métabolisme évolue. Il évolue d'autant plus qu'on va dire qu'il y aura eu une alimentation peut-être, j'aime pas dire déséquilibrée, mais enfin, bon, plus l'alimentation aura été problématique ou déséquilibrée avant la ménopause, plus on risque effectivement de rencontrer une prise de poids. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement métabolique qui fait qu'on a moins besoin, ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie que l'on brûle par jour, le corps au repos. Donc ça diminue légèrement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que nous continuons de manger comme on le faisait, peut-être en faisant un petit peu moins de sport. Donc là, c'est juste normal de prendre du poids. La prise de poids, en général, ça peut être 2, 3. Moi, j'ai pris 5 kilos d'un seul coup sans m'en rendre compte. En fait, c'est réparti partout. Et j'ai dit, oh, c'est intéressant. Et je les ai pas tellement perdus. Et en fait, je me sens plutôt bien avec. Donc, c'est aussi comment on perçoit notre corps et comment on se sent dans son corps. Donc, il ne faut pas absolument focaliser sur les kilos que l'on prend, mais plutôt voir comment je me sens dans mon corps. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je ne me sens pas bien? Et sans se comparer. En se comparant, on se perd de vue. Donc, en se comparant à une image sur une colonne Maurice, là, à Paris, et on se perd de vue totalement. Donc, c'est revenir à soi. Comment je me sens vraiment là dans mon corps? C'est aussi question d'ajuster ses vêtements. Évidemment que je ne rentre pas dans les mêmes vêtements à 30, qu'à 40, qu'à 50. Notre corps bouge, notre corps évolue. Donc, il y a d'accepter cette variabilité. Et puis bon, les hommes, quand nous, on va prendre 2, 3, 4 kilos, souvent, ils en ont déjà pris 5, 10 depuis longtemps. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qui pèse sur nous par rapport à notre corps. Je parle du corps parce que souvent, l'alimentation, eh bien, c'est d'abord le rapport au corps. Tiens, je vais manger ci parce que ça va être bon. Tiens, je ne vais pas manger ça parce que ça va me faire grossir. Donc, c'est retrouver une assiette qui fait plaisir. Moi, je dis en diminuant les quantités. Alors, c'est sûr que si vous mangez que du sucre, bon, mais de végétaliser un maximum son assiette, si l'intestin le supporte, du cru, des jus, s'il ne le supporte pas, du cuit ou des purées ou des soupes. Et puis d'apporter une bonne part de protéines parce qu'on va avoir besoin des protéines. Nos os sont constitués de protéines et la trame osseuse, il est très important qu'elle continue d'être solide et de pouvoir se construire. Et bien avant le calcium, si la trame osseuse n'est pas bien dense, en fait, le calcium n'ira pas se fixer. Donc, c'est très important de garder des protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Et si c'est des protéines animales plutôt préférées, les poissons, la volaille, le veau, plutôt les viandes blanches que la viande rouge. Et encore, vous avez envie de manger de la viande rouge, faites-vous plaisir. Et si c'est des protéines végétales, donc de bien veiller à cet apport en légumineuses, si vous les supportez. Si vous ne les supportez pas, il y a un moyen de les transformer, par exemple en purée ou en soupe pour qu'elles soient mieux digérées. Et puis, il y a des végétaux comme les champignons. Le champignon est une protéine à part entière. Le quinoa, par exemple, c'est aussi une protéine à part entière. Donc, vous avez dans les végétaux, en tout cas, si vous avez une alimentation variée, vous aurez votre quantité nécessaire de protéines. Donc, moi, je prône, entre guillemets, oui, de manger un peu moins.
de manger des choses qui vous font plaisir et de repérer aussi s'il y a de l'alimentation émotionnelle. Parce que souvent, l'alimentation n'est pas prise comme telle pour de l'alimentation, mais elle vient combler parfois émotionnellement des choses qui sont un peu difficiles. Donc c'est vrai que quand on est en colère ou quand on ressent des émotions qui nous plaisent moins ou qu'on n'aurait pas envie de ressentir, c'est plus facile de couper ça en mangeant, par exemple. Mm. Donc, aller repérer l'alimentation émotionnelle. Ça, Mm. c'est important. Et puis faire, alors au-delà du sport, donc je sais que tu es coach sportive, mais en tout cas avoir du mouvement dans sa journée. Parce que Ça, rester assis sur une chaise toute la journée, ça s'appelle la sédentarité. Et même si vous faites du sport, on va dire 1 heure le matin, mais que tout le reste de la journée, vous êtes assis sur la chaise, eh ben, vous aurez les mêmes maux, notamment articulaires, que ceux qui sont carrément sédentaires. Donc, dans la mesure du possible, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, si on a une activité sédentaire, d'être assis sur, il y a des ballons et là qui nous permettent des micro-mouvements toute la journée. Parce que le mouvement, c'est vraiment la nutrition du corps aussi. mm. Donc, par rapport à l'alimentation et à la prise de poids, manger un peu moins, se faire plaisir, repérer l'alimentation émotionnelle et bouger un peu plus. Ouais, se remettre, parce que c'est le muscle aussi, je pense que tu le dis dans ton livre. Et puis moi, j'ai Mmh. l'expérience je le vois autour de moi, les personnes que j'accompagne, que je suis et je peux dire qu'il y a des femmes d'un certain âge qui conservent tout à fait un corps svelte, Mmh. parce que bah déjà, au niveau alimentation, je pense qu'elles font attention de manger sainement, et puis elles font du sport régulièrement. Il n'y a pas de secret, hein, c'est la balance énergétique. Et puis, c'est aussi la croyance que, ah bah, passé un certain âge, du coup, je ne peux pas faire autant que je faisais avant. Et du coup, de ralentir son activité physique. Or, non, en fait, le muscle, il s'affaiblit si on le laisse faire. Ouais. Et on sait que le muscle, en plus, il prend il prend Consomme beaucoup d'énergie. somme, voilà. Donc, moi, je sais que je suis une grosse gourmande. Et donc, je suis bien musclée, heureusement, parce que tout ce que j'ingurgite, du coup, mon muscle le brûle. Mmh. Contrairement à quelqu'un qui n'a pas autant de muscles, eh ben, il ne pourra pas manger autant que moi je mange, parce que voilà, il y a ça aussi. Donc, Tout à fait. rétablir Hmm. Il y a cet équilibre, en fait, à trouver entre, la dépense énergétique et puis l'alimentation. C'est vraiment à adapter, heu, oui, c'est à adapter, en fait. Là, chaque personne a à voir où elle en est par rapport à son alimentation et ça fait partie du pourquoi préparer la ménopause. Parce que comme il y a parfois des fluctuations, au niveau de l'humeur et que l'alimentation peut venir assez rapidement combler ces fluctuations, si on n'a pas fait le point un peu avant sur là où j'en suis dans mon rapport à l'alimentation et dans mon assiette, donc il y a vraiment ces 2 points qui sont aller interroger quelque part, aller observer, c'est quel est le contenu de mon assiette et quel est mon rapport à l'alimentation. C'est sûr que c'est comme apprendre à nager et je me noie. Donc là, quand je suis en périménopause, si c'est, C'est très plus bon ton difficile exemple. de voir comment ça se passe pour l'alimentation, bah, ce sera plus facile d'aller, manger, oui, d'aller manger n'importe quoi ou des aliments doudous, ce qui va nous faire plaisir. Hmm. Les aliments doudous, ouais, c'est quand on a un peu la glace, le chocolat. Quand, Oui, gâteau au chocolat, enfin ce vers quoi on a l'habitude d'aller et que nous savons qui nous fait du bien. Enfin qui nous fait du bien. Oui, pour nous apaiser, émotionnellement en tout cas. Et c'est pour ça que le passage sur l'amour de soi, je l'ai mis en premier, parce qu'à mon sens, cette pratique-là, elle est, fondamentale pour faire, ce pas de côté entre, tiens, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi, en interaction avec mon environnement et comment je peux, faire danser tout ça quoi dans ma vie. Là, comme j'aime à le dire, moi, c'est la base. C'est la base, parce que du coup, l'amour de soi va faire en sorte que tu aimes mieux ton corps, donc tu vas mieux t'alimenter, tu vas prendre plus soin de toi, de ton physique, voilà, prendre du temps pour méditer, tu vois, ton passage à la méditation, voilà, prendre du temps pour t'automasser, pour voilà, tout ça, quoi. Hyper important. Mm. Et d'ailleurs l'amour de soi, c'est aussi, activer cette, compassion envers soi, que nous sommes humaines
Mm. et que je fais du mieux que je peux. Et puis s'il y a des écarts, ok, c'est aussi s'aimer dans les moments où on aurait tendance, de manière générale, à se flageller, à se culpabiliser ou à s'en vouloir de ne pas être comme je ne sais quoi d'ailleurs. C'est accepter son corps tel qu'il est, même si on souhaite peut-être le modifier un petit peu, mais au jour, dans l'instant, là, l'accepter tel qu'il est. Et puis, ça, Oui, parce que accepter, encore une fois, je dis, c'est pas se résigner, c'est ok, je vois ce qu'il y a là, j'accepte et je mets en place ce qu'il faut c'est pour ça. aller vers ce dont j'ai envie. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, on a bien parlé parce que c'est bien, on a parlé de l'alimentation, on est passé sur l'amour de soi, les mouvements du corps, et la sexualité aussi, Mhm. que tu disais, pareil, hein, c'est que c'est vraiment, c'est pour ça que toi tu t'accompagnes les personnes sur l'avant-ménopause, en fait, se préparer, c'est ce que tu disais qui est important parce qu'en fait, c'est tout, on dit souvent, oui, arriver à la ménopause, mais non, comme tu dis, c'est tout ce qui a été en amont, là, comme une grosse crise. Hein. Si on a prévu avant, on s'est bien alimenté, ça va passer plus en douceur, on va moins. Au moins, on aura les ressources. C'est toujours ça que je parle moi, en termes de ressources. Et notamment pour la sexualité, moi, je trouve que libérer du fait de ne plus pouvoir procréer, ça apporte une grande liberté. Ah oui. Et puis, j'ai envie de dire, on se lâche un peu plus. Donc, vraiment, il ne faut pas écouter quand on dit oui, à la ménopause, il n'y a plus de libido, il y a la sécheresse vaginale. Enfin, on nous dépeint un tableau quand même assez noir. Je dis non, non. La libido, ça se cultive, ça s'entretient. La sexualité, pareil. Et encore une fois, ne remettons pas entre les mains de nos partenaires le fait de nous faire du bien sexuellement. Il y a aussi, j'en parle dans mon livre, comment réapprivoiser, réhabiter notre corps par la sexualité. Et ça, c'est très important. Et puis, si la sexualité a été un peu en latence pendant toutes les années avant la périménopause, oui, il y a de grandes chances pour que ça continue de l'être. Et ça demande de ne pas se lâcher aussi par rapport à la sexualité. Ça demande d'être OK, quoi. J'y vais. Alors, parce que pour moi, la libido, il y a cette libido, cette envie par rapport à la sexualité, mais la libido, c'est l'énergie de vie. C'est comment, quels sont mes désirs dans la vie, qu'est-ce qui me met en appétit, en joie, en pétillance. Donc, c'est pas que au niveau sexuel, la libido. La libido, c'est cette joie à embrasser totalement la vie. Et puis, la sexualité, évidemment, à explorer. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'énergie sexuelle, c'est quand même notre énergie de vie, c'est l'énergie de laquelle on vient et pouvoir se la réapproprier. J'ai une femme avec laquelle je fais des cercles de femmes qui s'appelle Danielle Flammenbaum, qui est gynéco, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Femmes désirées, femmes désirantes, que je recommande à tout le monde. Et elle dit que la sexualité, c'est comme une médecine. Et moi, je la rejoins totalement sur ce point. C'est comment se faire du bien avec l'énergie sexuelle. Énergie sexuelle que l'on peut ressentir aussi bien seule que avec un partenaire ou une partenaire. Mais c'est vraiment ça. C'est comment je me réapproprie mon énergie sexuelle, comment je l'alchimise pour que elle m'épanouisse encore plus, quoi, et qu'elle me fasse vraiment du bien, qu'elle m'ancre dans mon corps de femme. Et cette dimension-là, je trouve que ça participe aussi à nous redresser. Après aussi, effectivement, ce que cela apporte, même physiquement dans le corps, au niveau, c'est comme la joie, c'est un pouvoir guérisseur. Hein, Ouais. Ouais, c'est très important. Et très important de dire aux femmes, parce que je vois parfois, il y a des femmes qui imaginent que, puisqu'il y a la ménopause qui arrive, il n'y a plus de sexualité, que ça va s'arrêter. Donc, ça vaut aussi d'aller explorer ce que l'on porte comme mémoire transgénérationnelle de notre lignée de femmes. Et entrer en intimité avec soi, c'est aussi se questionner sur comment est-ce que les femmes de ma lignée ont vécu leur ménopause, comment elles ont vécu leur nature cyclique, comment ont-elles vécu leur sexualité. Parce que parfois, on a des blocages ou des barrages qui arrivent et ça peut, mais moi je trouve que c'est très souvent en lien avec comment les femmes de notre lignée ont vécu ça.
et quelle mémoire, quelle empreinte je porte de ce que les femmes de ma lignée ont vécu. Donc, c'est prendre cet aspect-là, d'ailleurs comme tous les aspects, de manière avec qu'est-ce que je vis là maintenant, comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui, donc comment je me suis construite. Donc, souvent, on va revisiter peut-être l'enfant intérieur et après, on élargit à plus grand et dans le transgénérationnel, comment ça se passait. Oui, c'est des croyances des fois bien ancrées. Attends. Et puis, pour finir, nous parler un petit peu d'énergétique féminine et de connexion aussi à la nature. Là, Pour moi, c'est fondamental parce qu'on n'est pas déconnecté de notre environnement. On vit sur Terre. Même si on habite en ville, il ne faut pas oublier qu'on est en lien avec la Terre. C'est elle qui nous porte. Elle n'a pas besoin de nous en quelque part. Nous avons besoin d'elle pour continuer à vivre cette incarnation. Et donc, ça me tenait à cœur de parler de cette connexion au vivant, tout simplement parce que nos cellules ont la mémoire de ce lien, notamment avec le règne végétal. On a, sur la ligne du temps de l'humanité, nous avons plus connu ce que la nature nous apportait pour nous nourrir que ce que l'industrie alimentaire nous apporte pour nous nourrir. Et donc, nos cellules, quand elles rencontrent de nouveau le règne végétal, que ce soit par les plantes ou les champignons médicinaux, en fait, ça lui fait du bien tout de suite. Notre corps reconnaît, il a la mémoire de ça. Il faut le réinformer, il faut lui redonner cette connaissance qu'il a et qu'il peut retrouver de ce qui est bon pour lui ou pas. Donc, pour moi, c'est très important, cette connexion à la nature. Et puis, je trouve que la nature, et tous les règnes d'ailleurs, ont beaucoup à nous enseigner. Notamment, je pense aux arbres. J'aime beaucoup l'image des racines qu'il y a sous terre et comment les arbres ont comment ils se connectent entre eux pour se soutenir. Et pour moi, c'est ça la sororité. C'est comment dans l'invisible, je me connecte aux autres pour apporter un soutien. Il y a ça, et puis il y a aussi la notion, la dimension de l'écologie. Aujourd'hui, je trouve qu'on aborde beaucoup l'écologie en parlant de la planète et des ressources que l'on a épuisées. Mais pour moi, je vois quand même un lien très puissant avec comment on maltraite la planète et comment nous maltraitons nos corps. Pour moi, il y a vraiment un lien. Et quand nous comprendrons que nous faire du bien dans notre corps, c'est faire du bien à la planète et que c'est totalement en lien, il y a des prises de conscience qui peuvent émerger. Et là, je vais aborder le sujet de tout ce qui est les perturbateurs endocriniens. Donc, un perturbateur endocrinien, ce sont des molécules qui vont venir imiter nos hormones dans le corps et venir prendre leur place. Et puis surtout, ce sont des surcharges qui sont importantes, des surcharges de toxiques importantes pour le corps. Et on en trouve notamment dans les plastiques. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes sont au courant de ça, que le plastique, c'est pas bon pour soi. Et notamment quand dans le plastique, il y a du gras. Donc moi, je pense aux crèmes pour le corps. Le corps, c'est la peau, c'est grand. Et quand on se met de la crème tous les matins sur notre corps, mais qu'est-ce qu'on se met en réalité? Parce que je parle de l'emballage, mais à l'intérieur même de certaines crèmes, il y a aussi des conservateurs, des perturbateurs endocriniens. Et là, on ne se fait pas du bien. Donc, aller chercher des produits qui vont nous faire du bien, ça va être forcément trouver des produits qui font du bien aussi à la planète. Et quand on comprend ce lien entre notre corps, moi j'appelle ça la terre intérieure. Et donc, volontiers, j'en parle pour les femmes de notre utérus, qui est notre terre intérieure, avec la terre extérieure. Je trouve que ça amène à plus de liens, de connexion et de compréhension d'un seul coup de OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Quand on voit ces continents de plastique, waouh, on a été inconscient longtemps. Donc, reprendre une conscience et dans mon livre, je mets un lien vers comment dire, un site qui nous montre la Terre. Et donc, ça passe en accéléré, mais ça nous montre la planète. Enfin, elle tourne sur elle-même. Ça a été pris depuis un satellite de la NASA. Et moi, je dis qu'il vaut mieux tomber en amour avec la Terre plutôt que d'un seul coup avoir peur de ce qui peut arriver.
Et je comprends tout à fait les jeunes qui vivent cette éco-anxiété, parce que quel monde nous leur laissons. Et en même temps, je me dis que cette éco-anxiété, elle vient encore plus rendre anxieux la Terre quelque part. Donc moi, je fais le parti de ramener de l'amour et d'agir vers des choses qui peuvent faire plus de bien. Et l'énergétique féminine en découle. L'énergétique féminine, c'est comment je me connecte à mon propre corps et notamment à nos organes génitaux. Et il faut savoir que nous avons tout à fait la possibilité d'informer notre corps. Donc moi, je le fais tous les jours depuis de nombreuses années maintenant. Donc, d'informer mon corps, je lui demande vraiment de continuer à être en bonne santé, de faire du mieux qu'il peut. Et par rapport aux ovaires, je demande à mes ovaires de continuer à sécréter un minimum d'œstrogène pour la qualité de ma peau, de mes os, de mon collagène aussi, et de la répartition des graisses dans le corps, parce que les oestrogènes sont responsables de la répartition des graisses dans le corps. Donc, j'informe régulièrement mon corps et je fais confiance à sa capacité de coopérer avec moi et de coopérer avec ce que je lui demande, parce que de toute façon, je ne suis pas séparée de lui. Donc, voilà, je suis vraiment en lien avec mon corps et l'énergétique féminine apporte ça. C'est comment je me connecte à ce qui se passe pour moi aussi. C'est une question de Karine qui nous dit, et le sommeil, ce qui concerne le sommeil. Alors, le sommeil, c'est un vaste sujet parce que là aussi, c'est comment je prépare mon sommeil. On sait que l'hormone du sommeil, c'est la mélatonine, qu'elle est sécrétée. J'ai oublié le nom. Bref, ce que je veux dire, c'est que la mélatonine est sensible à la lumière et que plus vous travaillez dans un environnement très lumineux ou sur écran, tard le soir, moins la mélatonine va être sécrétée. Donc, pour déjà préparer son sommeil, ça vaudrait de supprimer toute source d'écran et même de sollicitation extérieure 1h30, voire 2 heures avant l'heure du coucher. Et donc aujourd'hui, avec nos téléphones, nos tablettes et tout ça, je sais combien c'est difficile en fait. On a vraiment à repenser notre lien au sommeil. Et là, encore une fois, c'est le lien avec notre corps aussi. Donc, c'est déjà OK. Je sais que la mélatonine, j'en ai besoin pour un bon sommeil. Donc, le matin, ça commence par ouvrir en grand nos fenêtres, nos volets et prendre un maximum de lumière. Donc, ça peut être avec une lampe de luminothérapie, si c'est l'hiver. Tout simplement parce que plus vous allez prendre de la lumière le matin, et mieux la mélatonine sera sécrétée et aussi en plus grande quantité. Donc, ça commence comme ça. C'est vraiment déjà, OK, comment je commence par me réveiller? Et puis, tout au long de la journée, de s'accorder des moments de pause. C'est très important de s'accorder 5 à 10 minutes de moments de pause dans la journée avant d'être totalement épuisé. Parce que quand on est épuisé, en fait, OK, on se repose. Mais on va juste récupérer le petit peu qui va nous donner d'énergie. Alors que si je prends un peu de temps de repos, de répit, de relaxation dans la journée avant d'être totalement épuisée, là, je viens vraiment régénérer et ressourcer mon corps. Donc, ne pas attendre le soir pour se dire, OK, je me reposerai ce soir, mais s'apporter des moments de repos ou de répit ou juste de s'asseoir sur une chaise et ne rien faire dans la journée. Après, c'est aussi, qu'est-ce que je prends comme stimulant dans la journée? Est-ce que je prends du thé, du café à 17h? Comment est composée mon alimentation? Est-ce que je prends beaucoup de sucre aussi le soir? Donc là, qui remet en route tout le système tout le pancréas. Donc, alors qu'on devrait être plutôt sur mettre au repos le système digestif avant de se coucher. Il y a aussi, est-ce que je mange tard? Est-ce que je me couche juste après avoir mangé? Est-ce que j'ai suffisamment pris soin de mon système nerveux dans la journée? Est-ce que j'ai été en flux tendu et en stress permanent à tenir bon et à rien lâcher? Et que le soir, j'arrive pas à lâcher non plus en fait. Donc, c'est à repenser comment ça se passe dans ma journée et pas juste le sommeil pris comme ça de manière indépendante. Il fait partie de notre journée.
Donc oui, c'est vrai, il peut y avoir quelques troubles du sommeil, il peut y avoir des problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne. Euh, la question est, comment était le sommeil avant? Mm. Est-ce que c'était déjà comme ça et que rien n'a été fait? Euh, oui, c'est vrai que ça peut continuer. Et il y a toute une manière de repenser nos journées. Voilà, la manière de repenser nos journées peuvent améliorer notre sommeil. Ouais. Et puis d'aérer la chambre, enfin, il y a quand même plein la literie aussi, c'est hyper important. On passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, Mm. avoir une bonne literie, c'est fondamental aussi. Je ne sais pas si la question, et comme la question était assez large, Oui, j'ai c'est essayé de ça. couvrir de manière large. Et alors, pour moi, par rapport au système nerveux, il y a une plante, enfin pas une plante, un champignon médicinal qui s'appelle le reishi, qui est vraiment le champignon qui accompagne la périménopause. Et il vient renflouer le terrain. Parce qu'en naturopathie, en fait, on est sensible au déséquilibre qui s'installe sur le terrain. Et donc, on est plutôt sensible à régénérer, à renforcer, à revitaliser le terrain. Et donc, ça, c'est hyper important. Et le reishi participe à ça. Et participe aussi à stabiliser le système nerveux. Et tout est lié parce que le système hormonal est très sous la dépendance du système nerveux. Et donc, un système nerveux qui va être un peu tendu ou bien toujours à cravacher, eh ben, le système hormonal dessous, il va être un peu tendu lui aussi, en quelque sorte. Donc, c'est prendre soin de son système nerveux tout au long de la journée. Quand on voit qu'il y a beaucoup de stress, le stress, ça a toujours existé et ça n'est pas un problème en soi, le stress, parce qu'on en a besoin. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'accordons pas suffisamment de temps de récupération quand il y a eu du stress. Nous enchaînons les stress, les micro-stress, les uns après les autres, sans nous accorder ces temps de récupération. Moi, je dis toujours, le Cro-Magnon dans sa caverne, il voyait, je sais pas, Raptor, et il retournait, il avait donc un grand coup de stress, il retournait dans sa caverne et il se reposait. Nous, c'est tous les jours, quoi. Et à chaque moment de la journée qu'il y a des moments de stress. Un mail qui arrive, un coup de téléphone, dans la rue, une voiture, des interactions qui sont hyper nombreuses, qui peuvent engendrer du stress. Et qu'est-ce que je mets à la hauteur, qu'est-ce que je mets en termes de récupération pour venir compenser ça? On arrive à la fin, là. Si vous n'avez pas d'autres questions, je voudrais parler de... Alors, toi, tu reçois aussi les femmes en individuel, si bien compris. Tu reçois, tu Oui, fais des sessions. je reçois en individuel à mon cabinet qui est près de la place des Ternes, mais peu importe maintenant, puisque la visio, ça, ça a été génial de découvrir ça enfin pour moi, au moment du confinement. Donc, je reçois les femmes en individuel. J'organise aussi des retraites de ressourcement et des cercles de femmes. Et au mois de juin, j'ai un programme en ligne qui va arriver sur l'accompagnement, sur pourquoi préparer sa périménopause et l'accompagnement de la périménopause. Et donc, pour celles qui seraient intéressées pour des sessions ou des cercles ou des retraites ou ton prochain programme, comment on peut te retrouver sur... On peut me retrouver alors, sur mon site internet, c'est pascaline-limbroso.fr. Là, vous avez mes coordonnées d'ailleurs, je crois qu'il y a mon numéro de téléphone. Donc, vous me laissez un message, vous m'envoyez un mail. Est-ce que sur le livre, sur le livre, je crois pas. Non, pas sur le livre. Non, je ton pense pas. livre. Mais on me D'ailleurs, retrouve aussi dans mon livre. Voilà. le livre, on peut On le me retrouver retrouve au podcast. partout, dans toutes les librairies. Alors, moi, je privilégie vraiment vos librairies préférées de quartier indépendantes. Ouais, S'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander et ils l'auront. Après, si vous avez envie de commander en ligne, là, vous le trouverez partout. voilà. Et ouais, toi, tu ne le vends pas directement. Donc, voilà. Non, 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 je ne le vends pas directement. Et on peut me retrouver aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Au cœur de la femme, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, où là, j'aborde, donc il a commencé il y a un mois aussi,
Et donc, je commence par aborder d'abord le cycle menstruel pour poser les bases mais en fait, la périménopause sans aborder le cycle menstruel, ce serait comme prendre le bout de quelque chose sans avoir le début, la fin de quelque chose sans avoir le début. Enfin, excuse-moi 2 secondes parce que j'ai mon chien. J'en profite pour lire les commentaires. La Fabrice, elle a tout Karine qui dit derrière moi. merci, passionnant, merci beaucoup. Merci Karine, merci. Merci pour. Alors, juste un petit. Pour conclure, je crois qu'on a fait bien le tour. Donc, on sait où te retrouver. Si besoin, hein, vous pouvez me contacter. Oui, oui, mon numéro de téléphone, de toute façon, vous me tapez vous me googlisez et vous me trouverez facilement. Il y a rien de secret Ouais, on a beaucoup de merci. On te remercie beaucoup. Et alors, si tu veux bien, pour conclure, je peux lire un petit passage de mon livre. Ah, bah oui, parfait. Je vais chausser mes lunettes. Facile. Et moi, je trouve qu'il est génial parce qu'il est vraiment complet. Comme je dis, il aborde vraiment tous les thèmes de sa vie pour vraiment s'épanouir dans tous les domaines. Et c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai envie de dire, la ménopause, en fait, non, c'est pas un prétexte, parce que bien sûr que je parle de ça et de la périménopause, mais en fait, on peut s'en servir à n'importe quel âge de sa vie. Il apporte des ressources qui sont utiles à mettre en place dès que possible. Et en fait, je voudrais vous lire le dernier paragraphe qui était comment dire, Jane Fonda, elle avait fait une conférence qui s'appelait Life's Third Act. Et parce que ce qu'elle dit, c'est moi qui le disais en reprenant un peu son texte, c'est la ménopause pourrait-elle être ce second printemps précurseur de notre troisième acte? Et donc, elle disait dans ce TEDx Woman qu'elle a fait en 2011, nous avons la capacité d'agir. Nous sommes les sujets de nos propres vies. Mais très souvent, beaucoup, sinon la plupart d'entre nous, quand nous atteignons la puberté, nous commençons à nous soucier de nous intégrer et de plaire. Nous devenons les sujets et objets de la vie des autres. Mais maintenant, dans notre troisième acte, il nous est peut-être possible de revenir là où nous avons commencé. Si nous pouvons le faire, ce ne sera pas seulement pour nous-mêmes. Les femmes âgées sont démographiquement les plus nombreuses dans le monde. Si nous pouvons revenir en arrière et nous redéfinir et devenir entières, cela créera un changement culturel dans le monde et donnera un exemple aux jeunes générations afin qu'elles puissent ressaisir leur propre vie dans sa durée. Et je trouve que c'est hyper important de donner ça aussi comme message aux jeunes femmes, c'est que de se réapproprier qui elles sont. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes femmes qui essayent de coller un maximum à ce qui est demandé et je pense que les réseaux sociaux en sont en grande partie responsables, même si je trouve que je ne bannis pas les réseaux sociaux, hein, mais cette démonstration de l'image de soi à laquelle on est confronté en permanence, hein, dans une vidéo, dans un live, dans tout ce qu'on veut. Quand on a ce recul de pouvoir se dire, ça n'est qu'une image, mais je vois beaucoup de jeunes femmes qui sont impactées, en fait, pour lesquelles il y a des conséquences, ce lien à l'image de soi en permanence. Et donc, c'est ça, c'est ressaisir qui je suis et créer ma vie telle que j'ai envie. C'est peut-être ça le but de la vie. Oui, ça participe, exactement. Merci beaucoup, Pascaline, Merci à toi pour cet espace. Merci à tous nos auditeurs. On a beaucoup de merci. Hein. Nous avoir suivis, nous avoir écoutés. Puis à très bientôt. Donc pour un nouveau... alors, arrêtez la diffusion en direct. Voilà, pour un nouveau live interview. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très bientôt.